Le baron est mort, et la baronne a jeté le vieux forgeron Bastien dans les ruines fumantes de la forge pour masquer son crime. Elle pensait que les cendres étoufferaient la vérité et lui laisseraient le château, mais elle a commis une erreur fatale dans sa précipitation. Ce qu'elle ignore, c'est que Bastien tient entre ses mains l'objet précis qui prouve qu'elle est une meurtrière. La baronne veut la tête de Bastien avant que le juge n'arrive au domaine. À la fin de cette confrontation, le luxe du château s'effondrera et la vérité sortira de la poussière. La fumée est noire, grasse, elle colle à la peau comme une malédiction. Sur l'habitation Valmont, l'air ne sent plus le sucre roux ou le jasmin, il sent le bois brûlé et le fer fondu. Au milieu de ce désastre, il y a la forge. Ou ce qu'il en reste. Des murs de pierre calcinée, des poutres qui craquent encore sous leur propre poids et un tapis de cendres chaudes qui dévore tout. C'est là que Bastien se tient. Ses poumons brûlent à chaque inspiration, sa barbe est grise de poussière, mais ses yeux, eux, sont bien ouverts. Il regarde ses mains, elles sont calleuses, marquées par 40 ans de travail forcé, mais elles serrent quelque chose de froid, quelque chose que le feu n'a pas pu détruire. La baronne Claire de Valmont observe la scène depuis la galerie du grand château, là-haut sur la colline. Elle tient un mouchoir en dentelle contre son nez pour ne pas sentir l'odeur du crime qu'elle a elle-même ordonné. Pour elle, Bastien n'est déjà plus qu'un cadavre encombrant. Elle a dit à tout le monde que c'est lui, le vieux forgeron, qui a mis le feu à la sucrerie et à la forge pour se venger. Elle a dit que le baron est mort dans l'incendie, emporté par les flammes alors qu'il tentait de sauver son domaine. C'est un mensonge parfait, un mensonge qui efface ses dettes, qui lui donne le contrôle total de la plantation et qui envoie un homme innocent à la potence. C'est le genre d'histoire où le bourreau porte de la soie et la victime porte des chaînes, mais ici, la cendre égalise tout le monde. Le baron n'est pas mort dans le feu. Bastien le sait. Il l'a vu. Quelques heures avant que la première étincelle ne touche la paille, le baron était déjà raide dans son lit de acajou. Ses yeux étaient vitreux, sa peau avait cette teinte grisâtre que seul l'arsenic laisse derrière lui. Bastien n'est pas qu'un simple forgeron. Quand on passe sa vie à manipuler les métaux, à préparer des alliages et à observer les réactions chimiques du feu, on finit par connaître les poisons. Il a reconnu l'odeur amère qui flottait dans la chambre du maître quand il a été appelé pour réparer le verrou de la porte. Il a vu la baronne sortir précipitamment, ses mains tremblant sous ses gants fins. Claire de Valmont est une femme aux abois. Le domaine est ruiné. Les créanciers frappent à la porte depuis des mois. Le baron, vieux et fatigué, refusait de vendre les terres. Alors, elle a pris les devants. Elle a préparé le remède. Elle a attendu que le dernier souffle s'échappe, puis elle a appelé Marius, son contremaître. Marius, c'est le bras armé de la baronne, un homme qui aime le fouet plus que le pain. Ensemble, ils ont monté le plan. Brûler la forge, accuser l'esclave, et faire disparaître les preuves de l'empoisonnement dans un immense brasier. Mais le feu est un témoin capricieux. Il ne détruit pas toujours ce qu'on lui demande. Bastien s'accroupit dans les décombres. Ses genoux le font souffrir, mais il s'en fiche. Il fouille sous une enclume renversée. Ses doigts rencontrent un métal poli. C'est elle, la fiole d'argent. Elle est noircie par la suie, méconnaissable pour un œil non averti, mais les armoiries des Valmont sont encore gravées dans le métal. Elle contient un résidu de cristaux blancs au fond. C'est la preuve que le baron a été servi à table avec une dose mortelle de trahison. Si cette fiole tombe entre les mains du juge Lefebvre, la baronne passera de son trône de soie à une cellule de pierre. Le problème, c'est que Marius approche. Bastien entend le bruit de ses bottes de cuir sur le sol jonché de débris. Marius ne vient pas pour aider, il vient pour s'assurer que Bastien est mort ou pour finir le travail. Le contremaître s'arrête à l'entrée de la forge. Il tient son fouet dans une main et une torche dans l'autre. La lumière orange danse sur les murs calcinés, créant des ombres monstrueuses. « Bastien !» hurle Marius. Sa voix est rauque, pleine de mépris. « Je sais que tu es là, vieux rat. Sors de ton trou avant que je ne te brûle le reste de tes poils. » Bastien ne bouge pas. Il retient sa respiration. Il glisse la fiole d'argent au fond d'un seau de charbon froid, juste à côté de lui. C'est un geste instinctif. Le charbon est noir. La fiole est noire de suie. C'est le seul endroit où elle a une chance de rester invisible. Il s'assoit sur le seau, ses mains posées sur ses genoux, attendant l'inévitable. Marius entre dans la forge. Il renverse une pile de ferraille d'un coup de pied.
Le bruit métallique résonne comme un coup de tonnerre dans le silence de la nuit. Il s'approche de Bastien, la torche levée. La chaleur de la flamme lèche le visage du forgeron, mais celui-ci ne scie pas. Il a passé sa vie devant des fourneaux à 1000 degrés. Ce n'est pas une petite torche qui va le faire trembler. « Où est-elle » demande Marius en s'accroupissant devant lui. « La baronne dit que tu as volé quelque chose dans la chambre du maître avant de mettre le feu. Rends-la-moi, et peut-être que je te tuerai d'une balle au lieu de te laisser au juge. » Bastien lève les yeux. Son regard est calme, presque vide. « Je n'ai rien volé, monsieur Marius. Le feu a tout pris. Regardez autour de vous. Il ne reste que de la poussière. » Marius n'est pas convaincu. Il attrape Bastien par le col de sa chemise en lambeaux et le secoue. « Ne joue pas au plus fin avec moi. Elle est nerveuse. Elle ne dort plus. Elle veut cette petite bouteille. Si je ne la trouve pas, c'est ma peau qu'elle va écorcher. Alors parle. » Il jette Bastien au sol. Le vieux forgeron tombe lourdement dans la cendre. Ses mains cherchent désespérément le seau de charbon. Il est toujours là, à quelques centimètres. Marius commence à fouiller partout. Il déplace des poutres, renverse des bacs d'eau, piétine les outils. Il cherche une fiole d'argent brillante. Il cherche le luxe au milieu de la misère. Il ne regarde pas le seau de charbon sale et ordinaire. C'est là que le premier doute s'installe dans l'esprit de Marius. Pourquoi Bastien est-il si calme? Pourquoi n'essaie-t-il pas de s'enfuir? Le contremaître s'arrête de chercher et se tourne vers le vieil homme. Il remarque que Bastien ne quitte pas le seau des yeux. Un petit sourire cruel s'étire sur les lèvres de Marius. Il s'approche lentement du seau. Le cœur de Bastien cogne contre ses côtes comme un marteau sur l'enclume. Si Marius plonge la main dans ce charbon, tout est fini. La vérité sera enterrée pour de bon et la baronne gagnera. Mais juste au moment où Marius tend le bras, un cri déchire le silence de la plantation. C'est un cri de femme, aigu, terrifié. Ça vient du château. Marius hésite. Il regarde Bastien, puis il regarde vers la colline. La baronne appelle, et on ne fait pas attendre la baronne Claire, surtout quand elle est dans cet état. Il crache au sol, juste devant les pieds de Bastien. « On n'en a pas fini, vieil homme. Je reviens. Et quand je reviendrai, si je ne trouve pas ce que je cherche, je te ferai manger chaque morceau de charbon de cette forge, jusqu'à ce que tu étouffes. » Marius tourne les talons et s'en va en courant vers le château. Bastien reste seul dans le silence pesant des ruines. Il laisse échapper un long soupir. Ses mains tremblent enfin. Il plonge ses doigts dans le seau et sent le contact froid du métal contre sa paume. La fiole est toujours là, mais pour combien de temps? Il sait que le juge Lefebvre arrive au lever du soleil. Le juge est un homme de chiffres et de faits. Il ne croit pas aux malédictions, il ne croit pas aux rumeurs. Il croit en ce qu'il peut voir et toucher. La baronne le sait aussi. C'est pour ça qu'elle est désespérée. Elle a besoin que Bastien disparaisse, ou mieux, qu'il avoue avant que le juge ne commence son inspection. Soudain, une ombre se glisse par l'ouverture de la porte. Bastien se raidit, prêt à se défendre avec un morceau de fer chauffé à blanc s'il le faut. Mais ce n'est pas Marius. C'est une silhouette plus petite, plus frêle. C'est Zélie, la jeune servante. Elle a à peine 18 ans, et ses yeux sont rouges d'avoir trop pleuré. Elle porte un tablier taché de suie, et elle serre quelque chose contre sa poitrine. « Bastien » chuchote-t-elle. « Tu es vivant ?»« Je suis là, petite. » « Qu'est-ce qui se passe au château? Pourquoi la baronne a crié ?» Zélie s'approche. Elle tremble de tous ses membres. « C'est le baron. Le juge est arrivé plus tôt que prévu. Il est déjà dans le salon. Il veut voir le corps. Mais le baron, son visage est devenu tout noir. La baronne essaie d'empêcher le juge d'entrer dans la chambre. Elle dit que c'est trop pénible, qu'il faut l'enterrer tout de suite à cause de la chaleur. Bastien se redresse. Ses yeux brillent d'une lueur nouvelle. Le juge est là. La partie a commencé plus tôt que prévu. « Zélie, écoute-moi bien. Tu as vu ce qu'elle a préparé hier soir, dans la cuisine ?» La jeune fille hoche la tête, une larme coulant sur sa joue. Elle m'a dit que c'était un sirop pour ses nerfs, mais elle ne l'a pas bu. Elle l'a mis dans la carafe du maître. J'ai eu peur, Bastien. J'ai eu si peur que je n'ai rien dit. « Il n'est pas trop tard, dit Bastien d'une voix ferme. Il sort la fiole d'argent du seau de charbon. Il la frotte rapidement avec un morceau de sa chemise pour enlever le plus gros de la suie. L'argent commence à luire sous la lumière de la lune qui traverse le toit défoncé. « Regarde ça, Zélie. C'est ça qu'elle cherche. C'est ça qui va nous libérer. » Zélie écarquille les yeux. Elle reconnaît l'objet.
C'est la fiole que la baronne garde toujours dans son secrétaire secret. Elle va te tuer si elle sait que tu l'as. Elle va essayer, répond Bastien avec un calme olympien. Mais elle ne peut pas me tuer devant le juge. Elle doit faire ça en secret. C'est pour ça qu'elle a envoyé Marius. À ce moment-là, ils entendent des bruits de chevaux dans la cour. Des ordres sont criés. Ce n'est pas seulement le juge, c'est toute une escorte. La pression monte. La baronne est acculée. Elle sait que si elle ne récupère pas cette fiole, son destin est scellé. Mais Bastien a aussi un problème. Comment apporter cette preuve au juge sans être abattu par Marius en traversant la cour? Le forgeron regarde ses outils éparpillés. Son esprit travaille vite. Il connaît chaque recoin de cette plantation. Il sait que la baronne va jouer sa dernière carte. Elle va ordonner à Marius d'exécuter Bastien pour tentative d'évasion, avant qu'il ne puisse ouvrir la bouche. C'est une course contre la montre. « Zélie, retourne au château », ordonne Bastien. « Fais en sorte que le juge ne quitte pas le salon. Dis-lui qu'il y a quelque chose d'important dans la forge, quelque chose que le baron voulait lui montrer. »« Mais c'est un mensonge !» s'écrie la servante. « C'est une vérité qui s'habille en mensonge pour survivre », rétorque Bastien. « Va, maintenant !» Zélie disparaît dans l'obscurité. Bastien, lui, reste dans les ruines. Il sait que Marius ne va pas tarder à revenir. Cette fois, il ne cherchera pas seulement l'objet. Il cherchera le sang. Le vieux forgeron ramasse un marteau lourd. C'est son arme, son outil, sa vie. Il se prépare. La fumée continue de monter des décombres, mais pour la première fois depuis des années, Bastien ne se sent plus comme un esclave. Il se sent comme un juge. La baronne Claire de Valmont pense avoir tout brûlé. Elle pense que la cendre cache les péchés. Mais elle a oublié une chose que tout forgeron sait. Le fer doit passer par le feu pour devenir pur. Et ce soir, le feu de l'habitation Valmont ne va pas purifier son héritage. Il va consumer ses mensonges jusqu'à la racine. L'argent garde l'odeur du poison, même sous la cendre. Et Bastien s'apprête à faire respirer cette odeur à tout le domaine. Marius court vers le château, ses bottes s'enfonçant dans la terre grasse, tandis que Bastien reste immobile dans les décombres. Le silence qui retombe sur la forge est plus lourd que le bruit du feu. C'est le silence de l'attente. Le vieux forgeron sent le poids de la fiole d'argent contre sa cuisse. Elle est cachée dans la doublure de sa culotte de toile, un petit morceau de métal qui pèse plus lourd que toutes les chaînes qu'il a portées dans sa vie. Il sait que le cri de la baronne n'était pas un cri de douleur. C'était un signal. Un cri de guerre déguisé en effroi. Au château, dans le grand salon aux murs couverts de tapisseries importées de France, la baronne Claire de Valmont fait face au juge Lefebvre. Elle a les mains qui tremblent, mais elle s'assure que le juge le voit. Elle veut paraître brisée. Le juge, lui, est un homme sec, dont le visage semble avoir été taillé dans le même bois que les meubles de la pièce. Il ne dit rien. Il regarde les taches de suie sur la robe de la baronne. Il regarde l'incendie qui rougeoie encore au loin par la fenêtre. Reparaissez bien sur cette scène. Dans ce monde-là, une femme comme elle n'a même pas besoin de mentir pour être crue, il lui suffit de pleurer. « C'est une tragédie, monsieur le juge », murmure-t-elle en portant son mouchoir à ses yeux. « Mon mari, il a voulu sauver les registres de la plantation. Ce forgeron Bastien est devenu fou. Il a toujours eu un tempérament sombre. Il a mis le feu à la forge, et quand le baron est intervenu, l'incendie s'est propagé à la sucrerie. Le juge Lefebvre hoche la tête, mais ses yeux restent froids. Et le corps du baron? On m'a dit qu'il se trouvait dans sa chambre, et non dans les ruines de la sucrerie. La baronne marque un temps d'arrêt. Son cœur rate un battement. Elle n'avait pas prévu cette question. Marius l'a sorti des flammes, monsieur le juge. Il l'a ramené ici avant que tout ne s'effondre. Mais le pauvre homme a inhalé trop de fumée. Il a rendu l'âme dans mes bras, ici même. C'est un mensonge audacieux. Elle parie sur le fait que le juge ne demandera pas d'autopsie. À cette époque, on n'ouvre pas le corps d'un noble pour chercher du poison, surtout quand une plantation entière est en train de partir en fumée. Mais le juge Lefebvre n'est pas venu seulement pour présenter ses condoléances. Il est venu parce que les dettes des Valmont sont connues jusqu'à Fort-de-France. Un incendie qui arrive juste au moment où le baron allait peut-être signer une vente forcée, c'est un peu trop pratique. Pendant ce temps, dans la forge, Bastien ne perd pas de temps. Il sait que Marius va revenir avec des ordres clairs. Il regarde autour de lui. Ses outils sont là, éparpillés. Il ramasse une petite fiole d'huile de lampe, celle qu'il utilise pour graisser les charnières. Elle ressemble vaguement à l'autre, du moins dans l'obscurité. Il la remplit de poussière de charbon et d'eau sale,
puis il la glisse sous une pierre bien en vue. C'est son leurre. Un piège pour gagner du temps. Le problème, c'est la peur. Pas la peur de mourir, Bastien l'a dépassé depuis longtemps. C'est la peur que la vérité meure avec lui. Il se demande si Zélie aura le courage de parler. Une jeune servante contre une baronne, les chances sont minces. Mais il a vu quelque chose dans les yeux de la petite, une étincelle de révolte. Marius revient. Cette fois, il ne crie pas. Il marche lentement. Il a un pistolet à la ceinture et un couteau de boucher à la main. Il entre dans la forge et la lumière de sa lanterne balaye les murs. Il voit Bastien assis sur une souche, calme, les mains vides. « La baronne est fatiguée de tes histoires, Bastien, » dit Marius d'une voix basse et dangereuse. Le juge pose trop de questions. Elle veut que ça finisse maintenant. « Vous cherchez toujours la fiole, Marius » demande Bastien sans bouger. « C'est drôle. Une petite chose en argent qui vaut plus que tout ce que vous posséderez jamais. Vous croyez qu'elle vous donnera une part du gâteau si vous la lui rendez? Vous êtes un imbécile. Une fois que je serai mort et que la preuve aura disparu, vous serez le prochain sur sa liste. Vous en savez trop. » Marius s'arrête. On voit l'hésitation passer sur son visage brutal. C'est un homme de muscles, pas de réflexion, mais les paroles de Bastien touchent une corde sensible. Il sait de quoi la baronne est capable. Il a vu comment elle traitait le baron sur la fin, avec ce mépris froid qui annonce la tempête. « Tais-toi, grogne Marius. Donne-moi la fiole et je te promets que ça sera rapide. »« Elle est là-bas, » dit Bastien, en désignant la pierre où il a caché le leurre. « Sous le granit, je l'ai mise là quand j'ai entendu le feu prendre. » Marius se précipite. Il soulève la pierre avec avidité. Il voit le reflet du verre. Il s'en saisit, ses doigts tremblants de convoitise. Dans sa tête, il voit déjà sa liberté. Peut-être même une petite terre à lui. Il ne se rend pas compte que Bastien s'est levé silencieusement. Si vous ne supportez pas de voir la trahison se pavaner en toute impunité, si vous voulez voir les masques tomber, abonnez-vous. Et dites-moi dans les commentaires, à la place de Bastien, auriez-vous risqué votre vie pour une simple fiole ou auriez-vous pris la fuite dans la forêt? Marius examine la fiole d'huile à la lueur de sa lanterne. Il frotte la poussière. Son visage se décompose. « C'est quoi ça? C'est du verre. Ce n'est pas de l'argent. Tu te fous de moi, vieux singe !» Il se retourne furieux, le couteau levé, mais Bastien n'est plus là où il l'attendait. Le forgeron s'est déplacé vers l'ombre de la grande enclume. La confrontation physique est inévitable. Marius est plus jeune, plus fort, mais Bastien connaît l'obscurité de sa forge comme personne. Il sait où le sol est glissant. Il sait où les ferrailles dépassent. « La vraie fiole est en sécurité, Marius », lance la voix de Bastien, qui semble venir de partout et de nulle part. « Et elle restera cachée jusqu'à ce que le juge la voie. Tu peux me tuer, mais tu ne la trouveras jamais. Et sans elle, la baronne te jettera au chien pour se couvrir. » Marius écume de rage. Il renverse tout sur son passage, cherchant le vieil homme. « Je vais te brûler vif. Je vais finir ce que le feu a commencé. » Pendant que Marius s'épuise à frapper le vide, au château, la situation bascule. Zélie, la petite servante, est entrée dans le salon avec un plateau de café. Elle tremble tellement que les tasses s'entrechoquent. Le juge Lefebvre lève les yeux vers elle. Il remarque sa terreur. Il remarque aussi qu'elle évite soigneusement de regarder la baronne. « Jeune fille, » dit le juge d'un ton qui n'admet aucune réplique. « Vous étiez là hier soir, n'est-ce pas? Vous avez servi le dernier repas du baron. » La baronne se lève brusquement. « Elle n'est qu'une enfant, monsieur le juge. Elle est traumatisée par l'incendie, laissez-la. »« Je décide de qui je laisse, madame, » répond Lefebvre froidement. « Zélie, approche. » Zélie s'avance, le regard baissé. Elle sent le regard de la baronne peser sur elle comme une lame de guillotine. Elle sait que si elle parle, elle risque sa vie. Mais elle se souvient de Bastien. Elle se souvient de cet homme qui l'a protégée plus d'une fois contre les colères de Marius. Elle se souvient de la fiole qu'il lui a montrée dans les ruines. « Le baron » commence Zélie d'une voix minuscule. « Le baron n'avait pas faim, monsieur. Il disait que son café avait un goût de métal. La baronne lui a dit que c'était le sucre de la nouvelle récolte. » Le silence qui suit est électrique. Le juge Lefebvre se tourne lentement vers Claire de Valmont. Celle-ci est devenue livide. Ses lèvres sont pincées. Ses yeux sont deux fentes pleines de haine. « Un goût de métal ?» répète le juge. « C'est étrange. Le sucre de Valmont est réputé pour sa douceur. »« Elle ment !» hurle la baronne en giflant violemment Zélie. Le plateau tombe au sol dans un fracas de porcelaine brisée. « C'est une complice de Bastien.
Ils veulent me voler mon domaine, ils ont tout manigancé. Cette réaction brutale est l'erreur que le juge attendait. Un innocent ne frappe pas une servante pour avoir mentionné le goût du café. Lefebvre se lève. « Madame, votre nervosité est déplacée. Je vais demander à mes hommes d'inspecter la chambre du baron immédiatement, et je veux que l'on m'amène ce forgeron. Vivant. » La baronne comprend qu'elle perd pied, elle doit agir vite. Elle sort du salon sous prétexte de chercher les clés de la chambre, mais elle se précipite vers la fenêtre de la galerie et fait un signe désespéré vers la forge. Elle veut que Marius en finisse. Elle veut que le témoin disparaisse avant que le juge ne sorte de la maison. Dans la forge, la lutte continue. Marius a fini par acculer Bastien dans un coin. Le vieux forgeron tient une barre de fer froid, mais il est essoufflé. Marius sourit, un sourire de prédateur qui sait que sa proie est fatiguée. « C'est fini, Bastien. Dis adieu à ta vérité. » Mais au moment où Marius s'élance pour porter le coup de grâce, un bruit de galop retentit dans la cour de la forge. Ce n'est pas la baronne. Ce sont les gendarmes du juge. Marius s'arrête net. Il regarde Bastien, puis il regarde la porte. Il est pris au piège. S'il tue Bastien maintenant, il est pris en flagrant délit. S'il ne le tue pas, Bastien parlera. Sa loyauté envers la baronne s'évapore en une seconde. Il ne pense plus qu'à sa propre peau. Il jette son couteau dans la cendre et lève les mains. « C'est lui! C'est le forgeron! Il m'a attaqué !» crie Marius en jouant la comédie de la victime. Les gendarmes entrent, sabre au clair. Ils voient le vieux forgeron couvert de suie et le contremaître tremblant. Mais Bastien ne dit rien. Il ne se défend pas. Il se contente de pointer du doigt le seau de charbon sur lequel il était assis plus tôt. L'un des gendarmes s'approche du seau, il plonge sa main gantée dans la poussière noire et en sort un objet. La fiole d'argent. Elle brille faiblement sous la lune malgré la saleté. Les gendarmes se regardent. Ils connaissent les armoiries des Valmont. « Le juge va vouloir voir ça », dit le brigadier. Bastien se laisse emmener sans résistance. Il sait que le plus dur reste à faire. Il doit affronter la baronne devant le juge. Il doit prouver que ce n'est pas lui qui a volé cette fiole, mais qu'elle est l'instrument d'un meurtre. Alors qu'il traverse la cour vers le château, Bastien lève les yeux vers la fenêtre de la galerie. La baronne est là. Elle le regarde. Leurs regards se croisent. Pour la première fois de sa vie, Bastien ne baisse pas les yeux. Il n'est plus l'esclave qui forge les fers. Il est l'homme qui tient la clé de la prison de sa maîtresse. Le château, avec ses lumières et son luxe, ressemble maintenant à un grand navire qui coule. Les dettes, le sang, le feu, tout remonte à la surface. La baronne Claire de Valmont a voulu reconstruire son avenir sur les cendres de son passé, mais elle a oublié que la cendre ne cache rien. Elle ne fait que conserver les secrets jusqu'à ce que le vent se lève. Et ce soir, le vent souffle fort sur l'habitation Valmont. Abonnez-vous. Ici, on déterre ce que les puissants ont essayé d'effacer. Et dites-moi, pensez-vous qu'une simple fiole suffira à convaincre le juge, ou la baronne a-t-elle encore un dernier tour dans son sac de soie? Le juge Lefebvre attend sur le perron, la fiole d'argent posée sur une petite table. L'acte final est sur le point de commencer. Bastien traverse la cour encadré par 2 gendarmes dont les sabres tintent contre leurs cuisses. Chaque pas qu'il fait laisse une trace de cendre noire sur les dalles de pierre blanche qui mènent au grand escalier. C'est un contraste violent. La saleté de la forge qui entre dans le sanctuaire de la noblesse. Les esclaves de maison cachés dans les ombres des couloirs regardent passer le vieux forgeron avec un mélange de crainte et d'espoir. Ils savent que ce qui va se passer dans le salon ne concerne pas seulement Bastien. C'est le destin de toute l'habitation qui se joue sur une table de marbre. À l'intérieur, l'atmosphère est étouffante. Malgré les grandes fenêtres ouvertes sur la nuit, l'odeur de brûlé semble avoir imprégné les rideaux de velours. Le juge Lefebvre est assis derrière le bureau du baron, un meuble massif qui semble soudain trop grand pour lui. Devant lui, la fiole d'argent. Elle a été nettoyée sommairement, et sous la lumière des chandeliers, elle projette des reflets inquiétants. La baronne Claire est debout, près de la cheminée. Elle a retrouvé une certaine contenance, mais le tremblement de ses lèvres trahit une rage contenue, qui ne demande qu'à exploser. « Monsieur le juge », commence-t-elle, sa voix est un sifflement glacé. « C'est une mise en scène grotesque. Ce forgeron a volé cette fiole dans mon secrétaire pendant l'incendie.
Il l'a noircie lui-même pour faire croire qu'elle sortait des flammes. C'est un voleur et un incendiaire. Pourquoi écouteriez-vous un homme qui appartient à la terre alors que mon sang appartient à la couronne? Le juge ne répond pas tout de suite. Il observe Bastien. Le vieil homme est épuisé, ses bras sont brûlés par des étincelles, mais il se tient droit. Il n'a pas la tête baissée d'un coupable. Il a le regard de celui qui n'a plus rien à perdre. « Bastien, dit le juge d'une voix neutre, la baronne affirme que vous avez dérobé cet objet. Que répondez-vous » Bastien fait un pas en avant. Ses pieds nus sont froids sur le tapis, mais sa voix est ferme. « Je suis forgeron, monsieur le juge. Je connais les métaux. L'argent ne ment pas. Regardez le bouchon de cette fiole. Il est scellé par une résine que l'on ne trouve que dans le cabinet de toilette de madame. Si j'avais volé cette fiole pour vous tromper, comment aurais-je pu la remplir d'un poison qui a déjà agi? J'étais à la forge toute la soirée. Zélie peut témoigner que je n'ai pas mis les pieds au château avant que le feu ne prenne. » Le juge Lefebvre prend la fiole délicatement. Il l'approche de son nez. Il y a une odeur amère, une odeur qui ne vient pas de la forge. « C'est de l'arsenic, monsieur, » coupe Bastien. « Pur. Le même que celui que j'utilise parfois pour traiter certains métaux, mais celui-ci est raffiné. C'est un poison de ville, un poison de pharmacien. Reparaissez bien sur ce détail. Dans une plantation, tout le monde sait comment tuer une bête, mais seul un esprit tordu sait comment tuer un homme, sans laisser de traces de lutte. » La baronne s'approche du bureau, ses ongles griffant le bois. « C'est absurde. Il invente des termes techniques pour vous impressionner, monsieur Lefebvre. Cet homme essaie de détourner votre attention de son propre crime. Il a brûlé ma sucrerie. Il a ruiné ma vie. »« Le feu, madame, n'est qu'un rideau de fumée, » répond le juge sans la regarder. « Ce qui m'intrigue, c'est pourquoi cette fiole, qui fait partie de l'inventaire des bijoux de votre mari, se trouvait entre les mains de ce forgeron alors qu'elle aurait dû être dans votre chambre. » C'est là que le premier grand obstacle surgit pour Bastien. Le juge est un homme de loi, et la loi de l'époque est claire. La parole d'un maître vaut 10 fois celle d'un esclave. Lefebvre hésite. Il veut des preuves matérielles, pas seulement des déductions. Il sait que s'il arrête la baronne sans une preuve irréfutable, sa propre carrière est finie. « Apportez-moi le verre du baron », ordonne soudain le juge. Un silence de mort tombe sur la pièce. La baronne se fige. Zélie, qui attendait près de la porte, sort précipitamment. Elle revient quelques minutes plus tard avec un plateau d'argent sur lequel repose un verre de cristal brisé. Elle l'avait ramassé en cachette après le repas, avant que Marius n'ait pu le faire disparaître. Le juge sort une petite loupe de sa poche. Il examine les fragments. Il y a un léger dépôt blanc sur l'un des morceaux. Il prend une petite spatule, gratte le dépôt et le dépose sur une feuille de papier. Puis il fait de même avec le résidu trouvé au fond de la fiole d'argent que Bastien a rapporté. Pendant ces minutes interminables, Bastien sent la sueur couler dans son dos. Il regarde la baronne. Elle est livide. Elle sait que le filet se resserre. Dans son esprit, elle doit déjà maudire Marius de ne pas avoir tué le forgeron plus tôt. Elle pense à sa vie de luxe, à ses robes, à son rang. Tout cela dépend d'une petite poudre blanche sur un morceau de papier. « C'est la même substance, » murmure le juge. « Même couleur, même réaction à la lumière. »« Ça ne prouve rien !» s'écrie la baronne. « Il a pu mettre la poudre dans le verre lui-même après l'incendie. »« Le verre était dans la chambre fermée à clé, madame, » intervient Zélie d'une voix tremblante mais claire. « Et c'est vous qui aviez la clé. Personne n'est entré après le départ du médecin, sauf vous. » La baronne se tourne vers Zélie, le visage déformé par la haine. « Petite traîtresse, je t'ai nourrie, je t'ai logée, et voilà comment tu me remercies, en vendant ton âme pour un vieux menteur. Si vous n'acceptez pas ce genre de mensonge bien habillé, abonnez-vous et dites-moi, cette fiole était-elle un avertissement ou une condamnation pour cette femme qui pensait être au-dessus des lois? Le problème, c'est que la baronne n'a pas encore abattu sa dernière carte. Elle se tourne vers le juge avec un sourire soudain, un sourire de prédatrice qui a trouvé une faille. « Monsieur le juge, vous oubliez une chose. Mon mari avait des ennemis, beaucoup d'ennemis. Ses dettes étaient colossales. Pourquoi ne serait-ce pas l'un de ses créanciers qui aurait soudoyé Bastien pour commettre ce meurtre? Bastien déteste le baron depuis toujours. Il a des cicatrices sur le dos qui en témoignent. » Le juge Lefebvre fronce les sourcils. C'est un argument qui tient la route dans son esprit de magistrat. Le mobile de la vengeance est puissant. Il regarde Bastien avec une nouvelle méfiance. « Est-ce vrai, Bastien?
Haïssiez-vous votre maître au point de vouloir sa mort? Bastien baisse la tête un instant. Il repense aux années de labeur, aux coups de fouet, à la chaleur étouffante de la forge. Il repense à sa femme, vendue à une autre plantation 10 ans plus tôt, un ordre signé de la main du baron. Sa haine est une vieille amie, elle est froide et profonde comme un puits. Oui, répond-il simplement, je le haïssais. Mais je suis un homme de fer, monsieur le juge. Quand je frappe devant. Je n'utilise pas de poison de femme. Je n'utilise pas de trahison de salon. Et surtout, je n'aurais pas brûlé ma propre forge, le seul endroit où je me sentais encore un peu humain. Cette réponse touche le juge, mais ce n'est pas suffisant. L'ambiance devient électrique quand Marius entre dans la pièce escorté par un autre gendarme. Le contremaître a compris que le vent a tourné. Il voit la fiole sur le bureau, il voit la baronne défaite. Il sait que s'il reste fidèle à sa maîtresse, il finira au bout d'une corde avec elle. « Monsieur le juge », intervient Marius, sa voix est mielleuse, pleine d'une fausse soumission. « Il y a quelque chose que vous devez savoir. La baronne m'a ordonné de tuer Bastien ce soir. Elle m'a promis une prime si le forgeron ne sortait pas vivant des ruines. Elle m'a dit que c'était le seul moyen de protéger le secret de la famille. » La baronne pousse un cri de rage et se jette sur Marius, mais les gendarmes la retiennent. « Menteur, chien de garde infidèle. »« J'ai des lettres, monsieur, » continue Marius en ignorant les insultes. « Des billets qu'elle m'envoyait pour me donner ses ordres. Ils sont dans ma chambre sous le plancher. » C'est le tournant. La trahison de Marius est le coup de grâce. La baronne s'effondre dans son fauteuil, ses mains cachant son visage. Le luxe du château ne semble plus être qu'un décor de théâtre qui s'écroule. Le juge Lefebvre se lève. Il a vu assez de noirceur pour une seule nuit. « Gendarme, emmenez cette femme et trouvez ses lettres. Je veux que tout soit consigné avant l'aube. » Alors qu'on entraîne la baronne vers la sortie, elle s'arrête devant Bastien. Elle ne pleure plus. Ses yeux sont secs, remplis d'un mépris qui ne s'éteindra jamais. « Tu as gagné cette fois, forgeron. Mais regarde-toi, tu resteras un esclave dans une plantation en ruine. Moi, je serai jugé par mes pairs. Toi, tu n'es rien. » Bastien la regarde partir sans un mot. Il sait qu'elle a tort. Elle n'est plus rien. Elle n'est qu'une criminelle en route pour le cachot. Lui, il est celui qui a fait sortir la vérité de la poussière. Mais le juge n'en a pas fini. Il se tourne vers Bastien. « Vous nous avez aidés, c'est vrai, mais il reste le problème de l'incendie. La forge est détruite, la sucrerie aussi. Le domaine est en faillite. Que comptez-vous faire maintenant que votre maître est mort et que votre maîtresse est en prison ?» Bastien regarde ses mains noires de suie. Il sent le poids des années, mais il sent aussi une étrange légèreté. « Le domaine ne m'appartient pas, monsieur le juge, mais la vérité, elle, m'appartient. Et cette nuit, pour la première fois, j'ai l'impression de respirer un air qui n'est pas rempli de fumée. » Le juge hoche la tête, pensif. Il commence à rassembler ses papiers. Il sait que l'affaire Valmont fera grand bruit. Un régicide domestique, un incendie criminel, un esclave qui devient le témoin principal, c'est le genre d'histoire qui peut ébranler les fondations de l'île. Pendant que les gendarmes fouillent le château à la recherche des preuves promises par Marius, Bastien sort sur la galerie. Il regarde le soleil qui commence à poindre à l'horizon. Le ciel est rose, d'une douceur qui insulte presque la violence de la nuit passée. Au loin, les ruines de la forge fument encore. C'est tout ce qui reste de sa vie de labeur. Zélie s'approche de lui. Elle a un châle sur les épaules et elle tremble encore un peu. « Qu'est-ce qui va nous arriver, Bastien ?»« Je ne sais pas, petite, mais une chose est sûre. Personne ne pourra plus nous dire que nous avons imaginé ce que nous avons vu. La fiole d'argent a parlé. Mais ce que personne ne savait à ce moment-là, c'est que le baron avait laissé un dernier testament, un document caché non pas dans le château, mais dans un endroit que seule une personne connaissant la forge pourrait trouver. Le juge Lefebvre pense avoir résolu l'affaire, mais il n'a encore touché que la surface de la trahison des Valmont. Le vrai secret du baron ne concernait pas seulement sa mort, mais aussi sa vie. Et ce secret est sur le point de remonter à la surface, plus brûlant encore que l'incendie de la sucrerie. Bastien sent que son rôle n'est pas terminé. Il y a une dernière pièce à forger avant que la justice ne soit totale. La baronne a semé la cendre. Elle va maintenant récolter la tempête. Mais dans cette tempête, Bastien doit s'assurer que les innocents ne soient pas emportés avec les coupables. Le silence revient sur l'habitation, mais c'est un silence différent. C'est le silence d'après la bataille. Le château est debout, mais il est vide.
La forge est en ruine, mais elle contient peut-être la clé d'un avenir que personne n'avait osé imaginer. Bastien se retourne et rentre dans le salon. Il a encore une chose à montrer au juge, une chose qu'il a gardée pour la fin. La baronne est enchaînée, mais elle croit encore que son nom va la sauver. Elle ne sait pas que Bastien a trouvé la seule chose que son mari a cachée là où le feu ne pouvait pas l'atteindre. La vérité est sur le point d'être lue à voix haute, et cette fois il n'y aura pas de mouchoir en dentelle pour étouffer les cris. Le juge Lefebvre tient le destin de l'habitation Valmont entre ses mains, et le silence qui règne dans le salon est celui d'un tombeau que l'on vient d'ouvrir. Le juge regarde la baronne, puis il regarde Bastien. Les gendarmes ont déjà commencé à fouiller la chambre de Marius, mais Bastien lève une main calleuse. Il n'a pas encore tout dit. Il y a un secret plus lourd que la fiole d'argent, un secret que le baron Valmont a emporté avec lui, mais qu'il a pris soin de laisser derrière lui, comme une assurance contre sa propre femme. « Monsieur le juge, » dit Bastien, sa voix résonnant contre les murs de soie. Le baron savait. Il n'était pas aveugle. Il voyait les dettes monter, il voyait les regards de madame. Il savait qu'il ne finirait pas l'année dans son lit s'il ne faisait rien. Il m'a demandé de forger quelque chose de spécial il y a 1 mois. Pas une serrure, pas un fer à cheval, un petit tube de fer scellé à chaud. La baronne se redresse, ses yeux s'écarquillent. Elle ne savait rien de ce tube. Elle pensait contrôler chaque mouvement de son mari, chaque respiration. Mais le baron avait compris que la seule personne en qui il pouvait avoir confiance sur cette terre n'était pas sa femme, mais l'homme qu'il appelait son esclave. « Où est ce tube, Bastien ?» demande le juge, sa curiosité piquée au vif. « Dans la forge, monsieur, sous le socle de la grande enclume. Le feu a brûlé le bois, il a fait fondre le plomb, mais le fer scellé protège ce qu'il y a dedans. J'ai attendu que vous soyez là pour le sortir. Si je l'avais fait avant, Marius m'aurait tué pour le prendre. » Le juge fait signe aux gendarmes. Il retourne vers les ruines fumantes, suivi de près par Bastien. La baronne est forcée de les suivre, traînant ses chaînes dans la boue et la cendre. Elle n'est plus la reine du domaine. Elle ressemble à une ombre déchue qui voit son empire s'effriter un peu plus à chaque pas. Arrivé à la forge, Bastien écarte les décombres avec une pelle. Il soulève une plaque de fonte encore tiède. Là, niché dans la terre battue, se trouve un cylindre de fer noirci. Il est brut, sans ornement, mais il est intact. Le juge le prend. Il demande à Bastien de l'ouvrir. Avec un marteau et un burin, le vieux forgeron brise le seau qu'il a lui-même créé. À l'intérieur, un rouleau de parchemin, protégé de l'humidité et de la chaleur. Lefebvre déroule le papier. La signature du baron est là, nerveuse mais reconnaissable. Il commence à lire. C'est une lettre posthume, une dénonciation écrite par un homme qui sentait le poison couler dans ses veines jour après jour. Le baron y décrit comment Claire de Valmont mélangeait des poudres à ses remèdes. Il y détaille les dettes de jeu qu'elle a contractées à son insu. Il explique même que l'incendie de la sucrerie était un projet qu'elle avait mentionné pour toucher les assurances et effacer les preuves de sa mauvaise gestion. Mais le coup de grâce est à la fin. Le baron, dans un dernier geste de lucidité ou de culpabilité, déclare que si sa mort survient de manière suspecte, l'habitation ne doit pas revenir à sa femme, mais être vendue pour payer les dettes, et que Bastien, ainsi que Zélie, doivent recevoir leur liberté immédiate et une somme d'argent pour quitter l'île. Un cri inhumain s'échappe de la gorge de la baronne. Elle se jette vers le juge pour arracher le papier, mais elle trébuche. Elle tombe de tout son long dans les cendres grises de la forge, là où elle voulait enterrer Bastien. Son visage, autrefois si fier, est maintenant couvert de poussière et de suie. Elle rampe, elle supplie, elle hurle que c'est un faux, que Bastien a appris à écrire pour la ruiner. « L'écriture est celle de votre mari, madame, » dit le juge froidement. « Et le sceau est celui de sa famille. Ce document est légal. Il a été rédigé devant témoin, un notaire de la ville que le baron a vu en secret il y a 2 semaines. Tout concorde. Reparaissez bien sur cette scène. La femme qui voulait tout posséder finit par manger la poussière de l'homme qu'elle méprisait. C'est la logique de l'erreur. Celui qui sème la cendre finit par récolter la tempête. Marius, voyant que tout est perdu, essaie de s'esquiver vers la forêt. Il pense que dans la confusion, il peut s'échapper. Mais les gendarmes ne sont pas stupides. Ils l'interceptent avant qu'il n'atteigne les premiers arbres. Marius commence à dénoncer tout le monde. Les amants de la baronne, les autres crimes qu'ils ont commis ensemble, les vols de bétail. Il vide son sac dans l'espoir d'éviter la potence,
Mais le juge Lefebvre n'a aucune pitié pour les traîtres. « Emmenez-les », ordonne le juge. « Tous les deux. Ils seront jugés à Fort-de-France, et que l'on mette les scellés sur le château. » Alors que la charrette emmène la baronne et Marius, les travailleurs de la plantation sortent de l'ombre. Ils voient que leur bourreau partir. Il n'y a pas de cri de joie, seulement un grand soupir collectif, comme si la terre elle-même reprenait sa respiration. Bastien regarde la charrette disparaître au tournant de la route. Il tient encore son marteau à la main. Le juge Lefebvre s'approche de lui. « Bastien, vous êtes un homme libre désormais. Le testament sera exécuté. Vous avez sauvé la justice ce soir, mais vous avez aussi détruit un empire. Qu'allez-vous faire ?» Bastien regarde les ruines de sa forge. « Je vais d'abord finir de nettoyer cet endroit, monsieur le juge. On ne peut pas laisser la cendre recouvrir tout. Et après j'irai chercher ma femme. Il est temps que je forge autre chose que des verrous. » Les semaines qui suivent voient l'effondrement définitif de la lignée des Valmont. La baronne Claire est condamnée aux travaux forcés à perpétuité. Son nom est rayé des registres de la noblesse. Ses bijoux sont vendus aux enchères pour payer les créanciers. Marius, lui, n'échappe pas à la corde. Son exécution sert d'exemple à tous les contremaîtres qui pensent que la cruauté est un bouclier. L'habitation Valmont est vendue à un consortium de marchands qui transforme la plantation en une entreprise plus moderne, où le travail n'est plus dicté par le fouet, mais par des contrats, sous la surveillance du juge Lefebvre. Zélie quitte l'île pour rejoindre sa famille au sud, emportant avec elle de quoi commencer une nouvelle vie, loin des cauchemars du château. Bastien, lui, ne part pas tout de suite. Il reste quelques mois pour former un nouveau forgeron. Il lui apprend à respecter le feu, à écouter le métal, mais surtout, il lui apprend que le fer le plus solide est celui qui porte la vérité. Quand il quitte enfin le domaine, il ne prend rien avec lui, sauf ses outils et la petite fiole d'argent, qu'il a gardée comme un rappel. Non pas un rappel de la haine, mais un rappel que même dans l'obscurité la plus profonde, une étincelle de justice peut mettre le feu à tout un système de mensonges. La cupidité est un mauvais architecte. En voulant brûler son passé pour construire son avenir, la baronne a oublié que le feu ne détruit jamais tout. Celui qui laisse des traces finit toujours par être rattrapé par elle. Aujourd'hui, quand on passe près des ruines de l'ancienne forge de Valmont, on dit que l'air a encore un goût de fer et de cendre, un rappel permanent que le pouvoir n'est rien face à la mémoire d'un homme intègre. Inscrivez-vous. Ici, on ne laisse rien sous la cendre. Et dites-moi dans les commentaires, selon vous, est-ce que le baron méritait ce qui lui est arrivé pour avoir été aussi aveugle, ou est-ce que la baronne est la seule coupable? L'histoire des Valmont s'arrête ici, mais les leçons qu'elle nous laisse sont éternelles. La vérité peut être enterrée, elle peut être brûlée, elle peut être empoisonnée, mais elle finit toujours par trouver un chemin vers la lumière, souvent portée par les mains de ceux que l'on pensait trop faibles pour la porter. La justice a été rendue, le feu s'est éteint, et l'habitation Valmont n'est plus qu'un souvenir amer dans l'histoire de l'île.